24 février 1943. Aérodrome de Bouna, Nouvelle-Guinée. Le lieutenant Clyde Gessel fixait les débris éparpillés sur la piste boueuse. 5 chasseurs japonais, amas de métal tordu et de toiles déchirées, mais renfermant encore des secrets, qui tuaient chaque jour des pilotes alliés. Depuis des mois, les P-40 Warhawk américains et les Hurricanes britanniques étaient taillés en pièces par des appareils ennemis d'une agilité stupéfiante, exécutant des manœuvres impossibles, double boucle, Immelmann, chandelle, inversée, défiant les lois de la physique. Tout le monde les appelait des héros, mais Gessel savait qu'il en allait autrement. Ce n'étaient pas les chasseurs embarqués de Pearl Harbor. C'était autre chose, quelque chose que les Alliés ne comprenaient pas encore. Dans ces carcasses tordues, il aperçut un salut possible, suffisamment de pièces intactes pour reconstruire un avion complet. Capot moteur de celui-ci, aile de celui-là, gouverne d'un troisième. Ce que le renseignement allié considérait comme de simples copies primitives de modèles occidentaux, Gessel soupçonnait d'être au contraire des chefs-d'œuvre d'ingénierie fondés sur des principes entièrement différents. 6 mois plus tard, dans le hangar 7 de la base aérienne d'Eagle Farm, le pilote d'essai américain Bill Fryer s'attacherait dans le cockpit d'un chasseur ennemi ressuscité. Ce qu'il allait découvrir bouleverserait toutes les certitudes sur la supériorité aérienne japonaise. L'appareil mystérieux n'était pas seulement manœuvrable, il était à la fois bien plus dangereux et bien plus fragile que quiconque ne l'avait imaginé. La chaleur du matin à Port Moresby dépassait déjà les 90 degrés quand le lieutenant Clyde Gessel descendit du transport C-47, ses bottes frappant la piste de poussière, de corail, avec la précision d'un ingénieur chevronneau. Le 24 février 1943 avait commencé comme n'importe quel autre jour dans le théâtre du Pacifique, bavardage radio, sur des raids aériens japonais mécanos, jurant contre des chasseurs alliés, endommagés, et encore une pile de rapports de combat sans logique tactique apparente. Mais le télégramme envoyé par l'infanterie australienne changea tout en 43 mots. Aérodrome de Bouna sécurisé, plusieurs épaves d'appareils japonais récupérées, demande d'évaluation technique immédiate, type de chasseur inconnu possible. Gessel en avait vu assez pour remplir une casse entière. Depuis octobre, lorsqu'il avait été affecté comme ingénieur du matériel ennemi à l'unité de renseignement technique aérien allié, chaque chasseur japonais abattu était classé dans les rapports officiels sous la même désignation, type 0, origine inconnue, capacité classifiée. Une simplification exaspérante pour un ingénieur conscient que la conception d'un avion révélait toute doctrine, capacité industrielle et pensée stratégique de l'adversaire. On n'apprend pas à combattre un ennemi en appelant tous ses avions par le même nom. Le trajet en jeep jusqu'à Bouna dura 3 heures à travers des pistes envahies de jungles bordées de bunkers brûlés et de dépôts abandonnés, témoignant de la récente retraite japonaise. Gessel mit ce temps à profit pour passer en revue les rapports des pilotes alliés sur leurs affrontements aériens à travers le Pacifique. Les pilotes britanniques de Hurricane en Birmanie décrivaient des chasseurs japonais capables de virer à l'intérieur de leur propre cercle de virage. Les équipages américains de P-40 en Chine parlaient d'avions ennemis grimpant comme des anges nostalgiques du ciel, mais qui semblaient se désintégrer à la moindre atteinte. Les pilotes néerlandais volant sur Brewster Buffalo dans les Indes orientales avaient envoyé des avertissements désespérés sur des chasseurs japonais, exécutant des figures acrobatiques impossibles avant que leurs communications ne se taisent à jamais. Le schéma devenait évident pour quiconque savait regarder au-delà de la propagande. Ce n'étaient pas les mêmes appareils que ceux ayant attaqué Pearl Harbor.
Les zéros embarqués étaient déjà redoutables, mais ils ne représentaient qu'un fragment de la puissance aérienne japonaise. Les rapports de renseignement évoquaient au moins 3 types de chasseurs, différents en service actif, chacun optimisé pour un rôle tactique particulier. Pourtant, les manuels d'instruction alliés continuaient à traiter l'aviation japonaise comme une menace uniforme, rapide, manœuvrable, mais en fin de compte, inférieure aux standards occidentaux. L'aérodrome de Buna s'étendait devant eux comme une cicatrice au milieu de la canopée. Sa piste unique, criblée de cratères de bombes et jonchée de débris des 2 armées, témoignait de la violence des combats. L'infanterie australienne avait accompli son travail, avec la rigueur qui la caractérisait. 5 avions japonais avaient été tirés hors de la piste et disposés sommairement près de la tour de contrôle abandonnée. Même de loin, Gessel vit que ce n'étaient pas des zéros, la forme de l'aile était différente et le capot moteur indiquait un groupe propulseur d'un tout autre type. Les proportions du fuselage révélaient un appareil conçu pour une agilité maximale, plutôt que pour des opérations embarquées. Le premier avion était le plus intact, un chasseur monoplace, doté de gouvernes entoilées et d'un moteur radial, rappelant fortement les conceptions américaines. Son camouflage vert-olive était terni, mais encore visible accompagné des cercles rouges distinctifs de l'armée de l'air impériale japonaise. Le train d'atterrissage avait été rentré au moment du crash, ce qui laissait penser que le pilote avait tenté un atterrissage sur le ventre, plutôt qu'une approche d'urgence roue sortie. Les impacts de balles traversant l'aile gauche indiquaient qu'il avait été abattu au combat. Gessel longeait la file d'épaves comme un détective examinant une série de scènes de crime. Le deuxième appareil avait reçu un impact direct vraisemblablement d'un canon de 21 000 mm. Son moteur était totalement détruit, mais le cockpit et la partie arrière du fuselage demeuraient en grande partie intacts. Le troisième avait brûlé, ne laissant que la structure de base et quelques composants clés encore exploitables. Le quatrième avait perdu tout l'avant du cockpit, mais ses ailes et ses surfaces de contrôle étaient indemnes. Le cinquième semblait avoir subi une défaillance structurelle. Les 2 ailes s'étaient repliées vers le haut, selon un motif typique d'une surcharge, en jet catastrophique lors d'une manœuvre à grande vitesse. Travaillant méthodiquement sous la chaleur de l'après-midi, Gessel entreprit de cataloguer les éléments récupérables, capot moteur, moyeu d'hélice, panneaux d'instruments câbles de commande, échantillons de toile-caisse de munitions. Chaque pièce représentait un fragment tangible de la philosophie de conception japonaise. Les munitions racontaient immédiatement une histoire des balles de 7 mm en faible quantité, suggérant un armement léger par rapport aux standards alliés. L'entoilage était constitué d'un lin de haute qualité, avec des schémas de vernissage révélant une technique de fabrication sophistiquée. Mais c'étaient les surfaces de contrôle qui livraient le véritable secret. Chaque avion possédait un système de volée, divisés pouvant être déployés indépendamment en vol, non pas pour l'atterrissage, mais pour la manœuvre en combat. Gessel n'avait jamais rien vu de tel sur les chasseurs occidentaux. L'ingénierie était à la fois élégante et fonctionnelle, conçue pour augmenter la portance et resserrer le rayon de virage en combat aérien. Ce genre d'innovation révélait que les concepteurs japonais pensaient la guerre aérienne selon des principes fondamentalement différents de ceux de leurs homologues alliés. Alors que le soleil déclinait sur la canopée de la jungle, Gessel prit sa décision. Il y avait assez de pièces intactes parmi les 5 épaves pour reconstruire potentiellement un appareil complet. Cela exigerait d'expédier le tout à Brisbane
d'obtenir du temps d'atelier mécanique et de convaincre des supérieurs sceptiques que la reconstitution d'un chasseur ennemi valait un tel effort. Mais l'alternative aurait été de continuer à combattre un ennemi incompris avec des tactiques fondées sur des suppositions plutôt que sur la réalité technique. Le télégramme qu'il envoya ce soir-là était comme à son habitude concis, 5 chasseurs japonais récupérés. Recommande expédition immédiate à Eagle Farm pour reconstruction complète. Analyse préliminaire suggère nouveau type de chasseurs aux capacités de combat uniques. Demande traitement prioritaire. 3 jours plus tard, la réponse arriva avec l'autorisation attendue et un avertissement qui se révélerait prophétique, approuvé. Mais souvenez-vous, lieutenant, comprendre l'ennemi et le vaincre sont 2 problèmes très différents. Le hangar 7 de la base aérienne d'Eagle Farm n'avait jamais accueilli un projet de cette nature. Conçu pour les opérations d'entretien alliées ordinaires, le vaste espace ressemblait désormais à un croisement entre un chantier archéologique et un atelier de précision. Des caisses en bois marquées « Enemy Equipment, Classified » remplissant un coin, tandis que le centre avait été dégagé pour accueillir le projet de rétro-ingénierie le plus ambitieux du théâtre pacifique. Le 15 mars 1943 marqua le début officiel de ce que les techniciens de l'ATU appelaient en privé le Project Phoenix, la résurrection complète d'un chasseur japonais à partir d'épaves éparses. Le sergent Mike Kowalski entretenait des avions pour l'Air Force depuis 12 ans ni des ans, mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à reconstruire un appareil ennemi sans manuel technique, sans pièces de rechange et sans la moindre connaissance des standards industriels japonais. Les 5 ensembles d'épaves provenant de Buna avaient été soigneusement inventoriés et classés par système moteur d'un côté, surface de contrôle de l'autre instrument et composants électriques dans une 3e section. Chaque pièce portait une étiquette précisant son avion d'origine et son état formant un puzzle tridimensionnel de plus de 2000 composants individuels. Le moteur posa le premier grand défi. Le groupe motopropulseur, Radial Nakajima Ha-25, partageait une parenté évidente avec les moteurs américains Wright Cyclone, mais des différences cruciales dans la conception des culasses et la configuration du carburateur laissaient penser que les Japonais avaient développé leur propre procédé de fabrication. L'équipe de Kowalski découvrit que les tolérances japonaises étaient en réalité plus strictes que les normes américaines sur plusieurs points essentiels. Le diamètre des cylindres variait de moins de 3/10 millièmes de pouce sur l'ensemble des 5 moteurs, preuve d'une précision industrielle contredisant les rapports de renseignement qui décrivaient les capacités japonaises comme primitives. Travaillant 16 heures par jour, sous la lumière crue des néons, les techniciens s'attaquaient à des problèmes qu'aucun ingénieur allié n'avait jamais rencontrés. Les câbles de commande japonais utilisèrent une jauge et un système de tension différents des standards américains. Le circuit électrique fonctionnait en 24 volts, nécessitant un recablage complet avec les composants disponibles. Le défi le plus redoutable restait le système unique de volets de combat que Gesell avait identifié comme la clé de la manœuvrabilité légendaire de l'appareil, une tringlerie mécanique complexe qu'il fallut reconstituer à partir de pièces endommagées et de déductions éclairées. En avril, le projet avait déjà consommé plus de 3000 heures hommes et attiré l'attention d'ingénieurs de Wright Field venus spécialement observer la reconstruction. L'approche japonaise de la réduction du poids devint évidente à mesure que les systèmes prenaient forme. Là où les chasseurs américains utilisèrent des pièces en acier, les Japonais les remplaçaient par des alliages d'aluminium. Là où les conceptions alliées prévoyaient des dispositifs de sécurité redondants, les ingénieurs japonais
avait supprimé chaque gramme superflu. Le résultat était un avion pesant à peine plus de 5000 livres en charge complète, soit près de 2 tonnes de moins que les chasseurs alliés comparables. Les volets de combat représentaient la pièce d'ingénierie la plus sophistiquée de tout l'appareil. Actionné par une manette dans le cockpit, il pouvait s'étendre jusqu'à 30 degrés. Lors des manœuvres de virage, augmentant considérablement le coefficient de portance et réduisant la vitesse de décrochage. Les pilotes d'essai américains avaient rapporté que les chasseurs japonais réalisaient des virages impossibles. À présent, le mécanisme s'éclaircissait. En déployant ses volets en plein combat, les pilotes japonais pouvaient conserver un vol contrôlé à des vitesses où tout chasseur allié aurait décroché. C'était brillant, élégant et totalement étranger à la philosophie de conception occidentale. Le lieutenant Gessel passa des heures à étudier l'agencement du cockpit qui racontait à lui seul une histoire sur les pilotes japonais, leur formation et leur doctrine de combat. Le tableau de bord dépouillé, comparé aux standards américains, ne comportait que les instruments essentiels, paramètres moteurs, indicateurs d'attitude, compas et anémomètre. Aucun radiocompas, aucun équipement de navigation avancé. Le viseur était un simple dispositif à anneaux et guidons, demandant une grande maîtrise pour être utilisé efficacement. Tout dans le cockpit indiquait que les pilotes étaient censés naviguer à vue et affronter l'ennemi par la supériorité de leur pilotage plutôt que par un avantage technologique. L'installation de l'armement révélait une autre différence cruciale dans la philosophie de conception. 2 mitrailleuses de 7,7 mm montées dans le capot moteur constituaient l'intégralité de la puissance offensive, soit environ le quart de celle d'un chasseur américain standard. Mais le stockage et l'alimentation des munitions avaient été optimisés pour un tir soutenu plutôt que pour de brèves rafales, suggérant une doctrine tactique fondée sur la précision du tir plus que sur le volume de feu. Les pilotes japonais étaient manifestement formés à faire mouche à chaque coup, plutôt qu'à compter sur la densité de tir pour abattre l'adversaire. À l'approche de l'été, l'avion reconstruit commença à ressembler à une véritable machine volante. Le camouflage vert olive distinctif fut reproduit à l'aide des peintures disponibles, bien que les cercles rouges de l'armée de l'air impériale japonaise aient été remplacés par les étoiles et barres américaines. Des instruments d'essai furent installés dans tout l'appareil, afin de surveiller les performances du moteur, les charges structurelles et la réactivité des commandes durant les vols d'essai. Tous les systèmes avaient été vérifiés et revérifiés, mais des questions fondamentales demeuraient sur les caractéristiques de pilotage et les limites structurelles. La découverte la plus préoccupante survint lors des essais de résistance des ailes. Bien que le système de volet de combat fût mécaniquement fiable, la structure des ailes révélait des signes inquiétants de contrainte sous charge simulée en G. Des fissures capillaires apparurent au niveau des attaches d'emplanture à des charges qui auraient été considérées comme routinières pour des chasseurs américains. La réduction de poids extrême qui conférait à l'appareil ses performances remarquables engendrait également des vulnérabilités ne se manifestant qu'à l'analyse technique approfondie. À la fin du mois de juillet, le Project Phoenix approchait de son achèvement, mais l'appareil reconstruit soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Son domaine de vol était manifestement extraordinaire. Les calculs préliminaires indiquaient des taux de montée et des capacités de virage supérieures à ceux de n'importe quel chasseur allié en dessous de 20 000 pieds. Mais les mêmes choix de conception qui créaient ces performances introduisaient aussi des limites structurelles pouvant s'avérer fatales en conditions de combat. L'avion était prêt à voler,
mais nul ne savait encore s'il pourrait résister aux manœuvres à fort facteur de charge qui avaient forgé sa légende. Le pilote d'essai, Bill Fryer, arriva à Eagle Farm le 10 août, chargé de mener l'évaluation en vol la plus dangereuse de sa carrière. Le chasseur japonais, reconstruit, représentait des mois de travail méticuleux et des milliers de dollars de ressources, mais plus encore, il incarnait l'espoir des pilotes alliés qui cherchaient à comprendre les véritables capacités de leur ennemi. Lorsque Fryer fit le tour de l'appareil, pour son inspection pré-vol, il se disait qu'il avait sous les yeux soit la clé de la supériorité aérienne japonaise, soit le piège mortel le plus sophistiqué jamais assemblé dans un hangar allié. Le matin du 17 août se leva clair et calme sur Brisbane, avec une visibilité parfaite et des vents nuls, des conditions idéales pour le vol d'essai le plus périlleux de toute l'histoire du théâtre du Pacifique. Bill Fryer avait passé les 3 jours précédents à étudier chaque plan technique, chaque analyse structurelle, chaque note d'ingénierie du Project Phoenix, mais rien ne pouvait véritablement le préparer à s'attacher dans le cockpit d'un chasseur ennemi ressuscité. À 07h30, il commença son inspection pré-vol, avec la précision méthodique qu'il avait maintenue en vie au cours de dizaines d'évaluations d'appareils expérimentaux. Le Ki-43, reconstruit reposé sur le tarmac d'Eagle Farm, tel un artefact venu d'une civilisation étrangère. Son camouflage vert olive et ses proportions inhabituelles le distinguaient radicalement de tout avion allié. Fryer parcourut systématiquement la cellule, vérifiant le mouvement des surfaces de contrôle, la fixation du capot moteur et l'état du train d'atterrissage. Les surfaces entoilées paraissaient solides sous ses mains, mais d'une légèreté troublante, comparée à la construction métallique à laquelle il était habitué. Chaque composant avait été reconstruit selon les spécifications japonaises, mais avec des matériaux et des techniques de fabrication alliés qui pouvaient ne pas respecter les tolérances d'origine. L'intérieur du cockpit renforçait l'impression d'entrer dans un univers technologique totalement étranger. Le tableau de bord plaçait les indicateurs moteurs à des positions inhabituelles, tandis que le manche et les pédales de direction exigeaient des positions de main et de pieds différentes de celles des appareils américains. Le plus déstabilisant était l'absence totale de protection blindée, ni pare-brise pare-balles, ni plaque dorsale, ni blindage autour des composants vitaux. Les pilotes japonais semblaient accepter la vulnérabilité comme le prix à payer pour une performance maximale, un compromis contraire à tous les principes de conception des chasseurs alliés. Le démarrage moteur, à 0 UPH/h, se déroula sans incident. Le radial Nakajima 25 se stabilisa sur un ralenti régulier, rappelant étrangement les moteurs américains. Mais dès que Fryer accéléra pour les essais de puissance, des différences subtiles apparurent. Le moteur réagissait plus vite aux variations de gaz qu'il ne s'y attendait, tandis que l'utilisation du réchauffage du carburateur produisait des changements de température, révélant des flux d'air interne différents. Chaque système exigeait une adaptation consciente à des comportements d'exploitation inhabituels. Les essais de roulage donnèrent un premier aperçu des qualités de maniement unique de l'appareil. Sa construction légère le rendait incroyablement réactif aux commandes. Une légère pression sur le palonnier provoquait des changements de direction immédiats, nécessitant des corrections constantes pour maintenir la trajectoire en ligne droite. Le comportement au sol laissait deviner un avion conçu pour des pilotes dotés de centaines d'heures d'entraînement spécifiques plutôt que pour le style de standardisation propre aux forces aériennes alliées. Le décollage à 08h15 démontra immédiatement des performances que les rapports de renseignement alliés n'avaient jamais su traduire avec exactitude.
Le Ki-43 quitta le sol après une course d'à peine 800 pieds et grimpa à un taux initial dépassant 2000 pieds par minute. En moins de 3 minutes après le décollage, Fryer avait déjà atteint 8000 pieds d'altitude, une performance ascensionnelle supérieure à celle de tout chasseur allié alors en service. Mais cette même structure, allégée qui permettait un taux de montée aussi exceptionnel, transmettait également chaque courant d'air et chaque turbulence directement au pilote, créant une expérience de vol qui ressemblait davantage à celle d'une bicyclette qu'à celle d'un avion de combat. Les caractéristiques en vol horizontal à 8000 pieds révélèrent à la fois les plus grandes forces et les faiblesses les plus inquiétantes de l'appareil, à 75% de puissance. La vitesse de croisière était d'environ 280 mph, respectable mais non exceptionnelle selon les standards alliés. Mais lorsque Fryer déploya les volets de combat et engagea un virage, les véritables capacités de l'avion devinrent évidentes, avec les volets étendus à 30 degrés. Le Ki-43 pouvait maintenir un vol contrôlé à des vitesses inférieures à 90 mph, tout en exécutant des cercles de virage défiant presque les lois de l'aérodynamique. Le système de volée transformait si radicalement le comportement de l'appareil qu'il semblait piloter une machine totalement différente. Les caractéristiques de décrochage disparaissaient, pratiquement remplacées par un vol mou permettant des virages continus, à des angles d'attaque qui feraient entrer n'importe quel chasseur allié en vrille irrécupérable. Le rayon de virage descendait à moins de 800 pieds, tout en conservant une portance positive permettant des manœuvres tactiques que les pilotes alliés avaient longtemps qualifiées d'impossibles. Pour la première fois, les officiers du renseignement américain purent comprendre comment les pilotes japonais obtenaient leurs performances de combat légendaires. Mais le maintien prolongé de manœuvres à ces régimes extrêmes révéla rapidement les limites structurelles prévues par les ingénieurs. Lors d'une série de redressements à fort facteur de charge, simulant des attaques en piqué, Fryer sentit à travers le manche des vibrations inquiétantes, signe de contrainte dépassant les limites de conception. Depuis le cockpit, il voyait les ailes se plier légèrement lors des virages à taux maximum, tandis que le revêtement en toile des gouvernes montrait des plis, indiquant une déformation structurelle. Les mêmes choix qui donnaient à l'appareil une maniabilité exceptionnelle engendraient des faiblesses visibles dès qu'il était soumis à un combat soutenu. Les combats, simulés contre un Spitfire Mecha-Varth, piloté par le commandant James Mackenzie, mirent en évidence à la fois les avantages tactiques et les défauts fatals du Ki-43. En dessous de 15 000 pieds, l'avion japonais pouvait virer si étroitement que Mackenzie était incapable de garder une position de tir pendant les engagements tournoyants. Mais chaque fois que Fryer tentait de prolonger cet avantage par des manœuvres à fort facteur de charge, les limites structurelles l'obligeaient à réduire les contraintes ou risquer une rupture catastrophique de la cellule. Le moment le plus révélateur survint lors d'une attaque frontale simulée. Fryer tira le maximum de G pour éviter la passe de tir fictive de Mackenzie. L'appareil répondit d'abord, mais vers 4-5 G, des craquements alarmants se firent entendre à la racine des ailes, le contraignant à relâcher immédiatement la charge et à interrompre la manœuvre. L'inspection après vol révéla des fissures de fatigue dans les attaches d'ailes, confirmant les prévisions des ingénieurs quant aux limites structurelles en situation de combat. Les caractéristiques à l'atterrissage illustrèrent tout autant la philosophie de conception japonaise. Le Ki-43 se posa à moins de 70 mph et s'immobilisa en moins de 600 pieds, des performances permettant des opérations sur des pistes de fortune inaccessibles aux chasseurs alliés.
Cependant, le comportement au sol exigeait une vigilance constante pour éviter les embardées et la légèreté de la structure rendait l'avion très vulnérable au vent de travers, qui n'aurait posé aucun problème à des appareils alliés plus robustes. Le rapport de vol de Fryer résuma la contradiction fondamentale au cœur du design des chasseurs japonais, des performances extraordinaires obtenues au prix de marges structurelles que les ingénieurs alliés considéraient comme indispensables à la survie en combat. Le Ki-43 reconstruit pouvait exécuter des manœuvres qu'aucun pilote allié n'aurait cru possibles, mais il accomplissait ses prouesses en flirtant en permanence avec la rupture structurelle bien au-delà de ce que l'on n'aurait jamais autorisé sur un appareil américain. C'était, selon la formule restée célèbre de Fryer, comme piloter un avion en papier incroyablement manœuvrable, mais susceptible de se désintégrer sous les contraintes que les chasseurs alliés étaient conçus pour encaisser sans broncher. Le 23 septembre 1943, le transport C-54 transportant le Ki-43 reconstruit se posa à Wright Field, marquant le début de l'évaluation la plus complète jamais réalisée sur un appareil ennemi dans toute l'histoire militaire américaine. Le colonel Harold Watson, commandant de l'unité d'essai et d'entraînement de l'USAF, avait réuni une équipe de pilotes, d'essais et d'ingénieurs spécialement chargés d'extraire chaque avantage tactique possible de ce que les rapports de renseignement confirmaient désormais comme étant le Nakajima Ki-43, Oscar le chasseur mystérieux, qui décimait les formations alliées dans le théâtre du Pacifique depuis près de 2 ans. Les installations de Wright Field représentaient le sommet de l'ingénierie aéronautique américaine, dotée de souffleries d'équipements d'essais structurels et d'instruments de mesure sans équivalent dans tout le Pacifique. L'Oscar allait y être soumis à une évaluation systématique qui devait révéler non seulement ses caractéristiques de performance, mais aussi la philosophie de conception globale qui sous-tendait la puissance aérienne japonaise. Le major Robert Strobel, pilote d'essai en chef de Wright Field, aborda le projet avec la rigueur analytique qui avait fait de ce centre le premier établissement mondial d'essais aéronautiques. La première phase des essais portait sur la mesure des performances de base, vitesse taux de montée, plafond, opérationnel et autonomie. Les premiers vols de Strobel confirmèrent les observations de Fryer quant à l'extraordinaire capacité ascensionnelle de l'appareil. L'Oscar atteignit 20 000 pieds en moins de 8 minutes, un temps inférieur de près de 2 minutes à celui du P-51 Mustang. Sa vitesse maximale à altitude optimale atteignait 300 mph honorable, mais non exceptionnel, comparé aux chasseurs alliés contemporains. Mais ces chiffres bruts ne reflétaient pas la véritable importance tactique de l'appareil. Les essais structurels révélèrent les compromis d'ingénierie qui permettaient à l'Oscar d'atteindre une telle agilité. La cellule complète ne pesait que 3200 livres à vide, soit 1500 livres de moins qu'un chasseur américain comparable. Cette réduction avait été obtenue par l'élimination systématique de tout ce que les ingénieurs japonais considéraient comme non essentiel: protection, blindés, réservoirs auto-obturants, commandes de vol redondantes et marges structurelles robustes. Le résultat était un avion vivant dans un état permanent de tension entre performance et survivabilité. Les essais en soufflerie de Wright Field dans la section de 7,10 pieds fournirent la première analyse scientifique du système unique de volets de combat de l'Oscar. Déployés pendant les manœuvres de virage, ces volets papillons augmentaient le coefficient de portance de l'aile de 37%, tout en maintenant un écoulement d'air régulier à des angles d'attaque qui feraient décrocher les conceptions classiques. Cela expliquait
comment les pilotes japonais pouvaient effectuer des virages soutenus à des vitesses que les pilotes alliés jugeaient impossibles. Ce système représentait une véritable innovation aérodynamique jamais envisagée sérieusement par les concepteurs occidentaux. Mais la même série d'essais, qui confirma son efficacité, révéla aussi ses faiblesses structurelles. Au-delà de 250 mm push, le déploiement des volets créait des charges sur les ailes, dépassant largement les limites de conception. Le système était brillant pour les combats tournoyants à basse vitesse, mais potentiellement désastreux s'il était utilisé à grande vitesse. Les pilotes japonais devaient donc choisir entre la manœuvrabilité et l'intégrité structurelle selon la situation tactique. L'analyse de l'armement mit en évidence une autre différence fondamentale de philosophie. Les deux mitrailleuses de 7 et 7 mm de l'Oscar emportaient chacune 450 cartouches, offrant environ 45 secondes de tir continu. À titre de comparaison, les chasseurs américains disposaient généralement d'assez de munitions pour moins de 20 secondes de tir, mais concentraient cette puissance à travers 6 ou 8 mitrailleuses de calibre .50, délivrant 5 fois plus de puissance destructrice par seconde. Les pilotes japonais étaient donc formés pour remporter la victoire grâce à la précision du tir, plutôt qu'à la saturation de feu. Les essais moteurs du Nakajima Ha-25 révélèrent des techniques de fabrication sophistiquées, contredisant les évaluations du renseignement allié sur les prétendues limites de l'industrie japonaise. Les tolérances des cylindres étaient en réalité plus précises que les standards américains, tandis que l'analyse métallurgique montra des alliages avancés impliquant l'accès à des matériaux stratégiques que l'on pensait indisponibles au Japon. Le moteur développait 925 chevaux grâce à une technologie de suralimentation équivalente, voire supérieure, aux conceptions américaines dans plusieurs domaines clés. Les essais d'autonomie apportèrent des informations cruciales sur la doctrine opérationnelle japonaise. Avec une capacité interne de 158 gallons, l'Oscar pouvait opérer dans un rayon de combat d'environ 400 milles, suffisant pour des missions défensives au-dessus du territoire contrôlé par le Japon, mais insuffisant pour les missions d'escorte à longue portée que les chasseurs alliés devinrent de plus en plus accomplir. Les réservoirs externes permettaient d'étendre l'autonomie à plus de 800 milles, mais uniquement au prix de la maniabilité en combat. Les tests les plus révélateurs consistaient en des comparaisons systématiques avec des chasseurs alliés dans des conditions contrôlées. Face au P-40 Warhawk, l'Oscar démontrait une supériorité nette en taux de montée, rayon de virage et maniabilité à basse vitesse. Cependant, la vitesse en piquait la robustesse structurelle et la puissance de feu supérieure du Warhawk offraient des options tactiques capables de neutraliser les avantages de l'Oscar si elles étaient exploitées correctement. Contre le plus récent P-50, Mustang, l'écart de performance s'accentuait dramatiquement. L'avantage de vitesse du Mustang était si écrasant qu'il pouvait engager ou se désengager à volonté, rendant la supériorité en virage de l'Oscar tactiquement négligeable. Les entretiens avec des pilotes japonais capturés et conduits via des interprètes au centre de renseignement de Wright Field fournissaient des éclairages sur les méthodes de formation et la doctrine tactique qui complétaient l'analyse technique. Les pilotes japonais recevaient en moyenne 400 heures d'entraînement spécifique avant d'être déployés en combat presque le double du temps accordé aux pilotes alliés. Cette préparation intensive semblait nécessaire pour exploiter en toute sécurité les avantages de performance des appareils sans provoquer de défaillance structurelle.
Les entretiens révélèrent que les pilotes japonais étaient pleinement conscients des limites de leur avion et avaient développé des méthodes tactiques pour minimiser leur exposition à la supériorité de feu alliée. La doctrine standard mettait l'accent sur les attaques hit and run, exploitant la capacité de montée de l'Oscar suivie d'un désengagement avant que les chasseurs alliés ne puissent utiliser leur puissance de feu supérieure. Les combats tournoyants prolongés étaient déconseillés, sauf si les pilotes japonais disposaient d'une supériorité numérique écrasante ou d'une position en altitude favorable. En novembre, des tests complets avaient été produits, un rapport classifié qui changeait fondamentalement la compréhension alliée de la puissance aérienne japonaise. L'Oscar représentait une philosophie de conception cohérente, privilégiant la compétence du pilote plutôt que la durabilité de l'avion, créant des systèmes d'armes extraordinairement efficaces entre les mains d'aviateurs expérimentés mais catastrophiquement vulnérables lorsqu'ils étaient pilotés par des remplaçants insuffisamment formés. La maniabilité légendaire de l'appareil était réelle, mais au prix de marges structurelles que les ingénieurs alliés jugeaient essentielles pour la survie en combat. L'évaluation finale concluait que la conception des chasseurs japonais représentait une adaptation brillante aux contraintes de ressources et aux préférences culturelles, mais révélait aussi des vulnérabilités fatales que les pilotes alliés pouvaient exploiter par une application tactique appropriée. L'Oscar pouvait virer plus serré que n'importe quel chasseur allié, mais il ne pouvait ni les distancer, ni les plonger, ni survivre aux dommages de combat que les avions américains encaissaient couramment. Comprendre ces limites allait s'avérer crucial à mesure que la guerre entrait dans des phases où l'avantage de formation des Japonais commençait à s'éroder et où la supériorité industrielle alliée déterminait les résultats des combats. Les renseignements provenant de Wright Field commencèrent à atteindre les escadrons de première ligne début 1944 via des bulletins tactiques classifiés transformant l'approche des pilotes alliés face au combat aérien. Le capitaine James Watkins du 9e escadron de chasse reçut son exemplaire du bulletin technique numéro 47 le 15 mars, alors que son unité de P-38 Lightning était stationnée sur l'aérodrome de Doadura, en Nouvelle-Guinée. Le langage clinique du document ne pouvait masquer la nature révolutionnaire de son contenu. Pour la première fois, les pilotes alliés disposaient d'un renseignement systématique sur leur ennemi le plus dangereux. Watkins avait perdu 3 ailes pendant sa précédente campagne contre des chasseurs japonais. Chacun de ces décès, attribué à la maniabilité mystérieuse qui permettait aux avions ennemis de virer plus serré que tout ce que les Alliés pouvaient aligner. Le nouveau renseignement révéla que ces manœuvres impossibles avaient un prix élevé. Des limites structurelles rendèrent les chasseurs japonais vulnérables à des tactiques exploitant leurs faiblesses plutôt que confrontant leurs forces. La clé consistait à abandonner la doctrine traditionnelle du combat tournoyant au profit d'attaques rapides utilisant la vitesse et la puissance de feu supérieure des Alliés. La révolution tactique commença par un changement fondamental de philosophie d'engagement. Au lieu de tenter de surpasser les chasseurs japonais en virage, les pilotes alliés reçurent pour instruction d'exploiter la vitesse en piqué supérieure et la robustesse structurelle de leurs avions pour engager l'ennemi à grande vitesse, tirer des rafales brèves, puis se désengager immédiatement avant que les pilotes japonais ne puissent répondre par des manœuvres de virage. La conception bimoteur du P-38 fournissait à la fois l'avantage de vitesse nécessaire à ces tactiques et la puissance de feu indispensable pour obtenir des kills rapides lors de courtes fenêtres d'engagement. Watkins mit en œuvre cette nouvelle doctrine lors d'une mission de patrouille sur le golfe de Huon
Le 2 août 1944, sa formation de 4 appareils rencontra 12 chasseurs japonais à 15 000 pieds, un désavantage numérique qui aurait été catastrophique selon les tactiques traditionnelles. Mais au lieu d'accepter un combat en virage, Watkins mena sa formation dans une attaque en piqué à grande vitesse, exploitant chaque avantage identifié par l'analyse de Wright Field. La formation Lightning plongea à travers la formation japonaise à plus de 400 mm/s, chaque pilote tirant des rafales de 2 secondes avec leur armement concentré sur le nez. Les résultats validèrent des mois de travail d'intelligence systématique. Watkins détruisit 2 Oscars lors du passage initial, observant les 2 appareils se désintégrer sous le feu, concentrés de 4 mitrailleuses calibre .58 et d'un canon de 120 mm Tesla. Son ailier, le lieutenant Robert Chen, toucha un 3e Oscar qui commença immédiatement à fumer et à perdre de l'altitude. Plus importante encore, les tentatives de la formation japonaise pour répondre par des manœuvres de virage serrés confirmèrent leur incapacité à engager efficacement des cibles rapides qui refusaient de participer au combat tournoyant traditionnel. Le moment le plus révélateur survint lorsque les derniers chasseurs japonais tentèrent de regagner de l'altitude après l'attaque initiale de la formation Lightning. 3 Oscars poussèrent leurs moteurs à pleine puissance dans des virages en montée raide, mais l'intelligence de Wright Field avait prévu cette réponse tactique. À un taux de montée d'environ 4000 pieds par minute, 2 des 3 avions japonais subirent ce qui semblait être des défaillances structurelles, leurs ailes se repliant vers le haut selon le motif caractéristique indiquant une surcharge en G, dépassant les limites de conception. Chen décrivit plus tard avoir vu un Oscar tenter un virage en montée à taux maximal pour que son aile gauche se détache complètement du fuselage. L'avion tomba hors de contrôle, tandis que le pilote tentait en vain de s'éjecter d'une cellule en train de se désintégrer. C'était exactement le type de défaillance structurelle que les tests de Wright Field avaient identifié comme inévitable lorsque les pilotes japonais poussaient leurs appareils au-delà de leur enveloppe de performance soigneusement calculée. Le succès tactique dans le golfe de Huon se répandit rapidement parmi les escadrons alliés, les pilotes partageant les informations sur les méthodes d'engagement efficaces. Le 58e Fighter Group en Chine commença à utiliser des tactiques similaires de type hit and run contre les formations japonaises au-dessus de la vallée du Yangtze, atteignant des ratios de destruction inversant les tendances précédentes. Les unités britanniques de Spitfire en Birmanie adaptèrent la doctrine aux capacités de leurs avions, utilisant la vitesse en piqué supérieure pour compenser les avantages de virage des Oscars. Les unités australiennes de P-40 dans le sud-ouest du Pacifique constatèrent qu'elles pouvaient enfin engager les chasseurs japonais dans des conditions favorables en refusant le combat en virage et en exploitant les limites structurelles. Le renseignement s'avéra tout aussi précieux pour la formation des pilotes de remplacement, qui ne faisaient plus face au défi psychologique de combattre un ennemi apparemment invincible. Les écoles de pilotage aux États-Unis commencèrent à enseigner des tactiques spécifiques anti-Oscar, mettant l'accent sur la vitesse et la puissance de feu, plutôt que sur les manœuvres traditionnelles en combat aérien. Les nouveaux pilotes arrivaient sur les théâtres d'opération avec une connaissance systématique des capacités et des limites des chasseurs japonais, plutôt que de s'appuyer sur le folklore et les spéculations qui avaient caractérisé les programmes de formation antérieurs. À la fin de l'année 1944, la révolution tactique produisait des résultats mesurables dans toutes les zones de combat du théâtre pacifique. Les unités japonaises d'Oscar, qui avaient auparavant
atteint des ratios de destruction de 3 ou 4 contre 1, peinait désormais à égaler les formations alliées qui refusaient de combattre selon les méthodes japonaises. Le 64e Sentai, l'une des unités d'Oscar les plus expérimentées de l'armée de l'air impériale japonaise, rapporta la perte de 17 appareils, tout en revendiquant 25 chasseurs alliés lors des opérations d'octobre et novembre aux Philippines, un ratio représentant une défaite tactique pour une unité qui dépendait de l'efficacité numérique pour compenser ses désavantages industriels. L'impact psychologique sur les pilotes japonais devint évident à travers les communications radio interceptées et les documents capturés. Les pilotes vétérans qui dominaient le ciel du Pacifique en 1942 et 1943 se trouvaient incapables d'exploiter la maniabilité légendaire de leurs appareils contre des adversaires qui comprenaient et contournaient leurs points forts tactiques. Les pilotes remplaçants dépourvus de la formation extensive des anciens aviateurs japonais se révélèrent catastrophiquement vulnérables face à des pilotes alliés capables d'exploiter systématiquement les limites structurelles de l'Oscar. La confirmation la plus tragique de cette évolution tactique vint des accidents de formation au Japon qui reproduisaient les défaillances structurelles observées en combat. Les écoles de pilotage rapportèrent un nombre croissant d'avions perdus à cause de ruptures d'ailes lors de manœuvres avancées. Les pilotes inexpérimentés tentant de reproduire les virages serrés qui avaient rendu l'Oscar légendaire poussaient les cellules légères au-delà de leurs limites structurelles que les pilotes vétérans avaient appris à respecter au fil d'années d'expériences minutieuses. Les rapports de renseignement issus du personnel de maintenance japonais capturés révélèrent une prise de conscience croissante au sein des unités ennemies. Les plus grands avantages tactiques de leurs appareils devenaient des vulnérabilités face à l'évolution des conditions de combat. Les équipes au sol signalaient un accroissement des inspections structurelles et une réduction des limites autorisées en G, neutralisant ainsi une grande partie de l'enveloppe de performance des Oscars. La même philosophie de conception qui avait créé la supériorité aérienne initiale du Japon, se révélait mal adaptée aux combats prolongés contre des adversaires capables de comprendre ses limites fondamentales. La révolution du renseignement, initiée par l'analyse des épaves menée par le lieutenant Gessel à l'aérodrome de Buuna, avait fondamentalement modifié l'équilibre tactique dans les combats aériens du Pacifique, transformant le mystérieux Oscar d'adversaire invincible en un ennemi bien compris dont les capacités et vulnérabilités pouvaient être exploitées systématiquement grâce à l'application judicieuse des avantages technologiques alliés.